un grand bonheur, Père, d'être en face de vous, et entre nous deux, si j'ose dire, voilà. Chrétien dans la Loire, préface du Père Bataille, bien sûr, évêque de Saint-Étienne, 1500 ans d'histoire, chez Osmose, un petit clin d'œil à nos amis des éditions Osmose. Alors, c'est un énorme travail, 350 pages, pour raconter l'histoire des chrétiens de chez nous. D'abord, ce titre, Chrétien dans la Loire. Alors, le titre, le produit d'échanges entre grandes personnes, mais je vous dirais que quand le premier ouvrage historique que j'ai écrit en 1982, qui était l'histoire des moines de Tamier, c'est les moines de Tamier qui m'ont dit il ne faut pas mettre l'histoire du monastère, il faut mettre l'histoire des moines, parce qu'on s'intéresse aux personnes. Et j'y ai repensé, je crois, un peu, quand on a choisi ce titre, parce qu'on fait l'histoire de la vie chrétienne, des chrétiens qui sont effectivement dans ce territoire. Alors, on a mis la Loire, je ne pouvais pas dire le Forêt, le diocèse de Saint-Étienne, ce ne sont que les arrondissements de Saint-Étienne et de Montbrison. Je ne veux pas ne pas parler du Rouennais, où il y a une histoire très riche, voilà. Donc, on a, de même aussi que 1500 ans est une périodisation artificielle. Je parle un peu avant, et en fait, l'histoire réelle des chrétiens en forêt ne commence qu'à l'époque mérovingienne. Mais il y a les chrétiens lyonnais des premiers siècles, il y a des traces dans les premiers siècles qu'on ne peut pas passer sous silence. Alors, c'était logique finalement que ce travail vous revienne, si j'ose dire, puisque aucun livre n'a été écrit jusqu'à maintenant sur cette histoire des chrétiens de chez nous. Et alors, je pensais à ça, je crois que c'est dans les années 1980, j'étais jeune prêtre, 83-84, il y avait eu un festival d'histoire à Saint-Étienne, et j'étais intervenu, on m'avait fait faire une petite conférence où j'avais parlé de la vie chrétienne à Saint-Étienne au XVIIe siècle. Et à la sortie de cette conférence, Jean Merlet, professeur d'histoire moderne à la fac de Saint-Étienne, qui était mon professeur, me dit « Mais donnez-nous votre texte, on va le publier, parce que je lui dis, ce que je dis, c'est très banal, on trouve ça partout. » Il dit « Non, c'est comme ça n'a jamais été fait. » Et je sens, effectivement, il y a des histoires du Forêt qui existent, Pierre-Roger Gaussin, Étienne Fournial, tout ça, ce sont tous mes anciens profs d'ailleurs de la fac, avaient fait des choses sur l'histoire de la Loire ou du Forêt, mais l'histoire religieuse, proprement dite, de fait, n'avait pas été faite, oui, c'est vrai. Alors, eh bien, la tâche vous est confiée à l'occasion des 50 ans de notre diocèse. On peut peut-être dire également qu'il va y avoir 2 autres livres pour plus centrer sur justement l'histoire contemporaine de notre diocèse. On en dit un mot. 50 figures, d'abord, voilà. C'est une belle idée. Dans les événements autour des 50 ans du diocèse, on a monté un comité historique. Alors, en fait, Monsieur Bataille m'avait déjà avant dit, cher père, il faudrait que vous écriviez l'histoire du diocèse. Moi, ça fait 50 ans que je fais l'histoire religieuse, des articles à la Diana, pour les colloques de premier, donc je ne partais pas sans rien. Et puis, on a monté donc un comité historique qui voulait organiser un colloque qui aura lieu, je pense, au mois d'octobre, parce que là encore, on a été, comme tout le monde, gêné par la crise sanitaire. Et puis, donc, on a eu cette idée, 50 ans, 50 figures, mais moins pour faire de l'histoire, au sens de l'histoire longue, que pour recueillir les témoignages qu'il est encore possible de recueillir. Et donc, on a essayé de trouver 50 figures, réparties sur tout le territoire du diocèse, et évidemment, autant d'hommes que de femmes si possible, et dans tous les états de vie, mariés, religieux, prêtres, laïcs, engagés, dans différents domaines. Et ça va être présenté sous la forme d'une exposition qui sera présentée dans la cathédrale à partir de la veille de Pentecôte. Et il y aura sans doute un petit fascicule, un petit livret à 50 pages qui permettra de l'avoir aussi en mémoire. Et puis effectivement, il y a un deuxième ouvrage. Au départ, moi j'avais dit je veux bien faire l'histoire ancienne, mais je ne ferai pas la partie contemporaine. Et puis finalement, pour des raisons de cohérence interne, j'ai rédigé tout jusqu'à l'arrivée de Monseigneur Bataille. Et puis plus tard, il aura son historien, j'espère, mais ça sera moi. Et du coup, pour la partie vraiment contemporaine, l'idée aussi de faire plutôt un recueil de témoignages de gens qui ont été les acteurs, il y en a encore, des évolutions sur ces 50 années. Et le colloque, d'ailleurs, aurait dû porter
aussi sur les évolutions parallèles de la société civile. Parce que le diocèse s'est créé en 1971, l'université de Saint-Étienne en 1970, il y a énormément de choses dans l'histoire de la Loire qui sont en fait tout à fait parallèles à l'évolution du diocèse. Et des témoins comme Daniel Mandon sont des gens qui peuvent évidemment parler de cela avec beaucoup de pertinence. Alors, un beau livre, on le dit, 350 pages, mais vous avez voulu le rendre absolument lisible, j'en témoigne, très, très agréable, avec bien sûr tout le travail de l'historien, les notes, les précisions, aucun souci de ce côté-là, c'est votre domaine, c'était, si j'ose dire, la moindre des choses, mais vous êtes mis aussi du côté du lecteur. Ces 35 chapitres, c'est des espèces de feuilletons, comme ça, d'éléments de feuilletons qui nous font parcourir à la fois l'histoire de France et l'histoire de chez nous. Je ne veux pas me comparer à des vedettes médiatiques, mais je pense que l'histoire est un récit. Bien sûr qu'il faut faire une histoire sérieuse avec des documents, avec des sources et éventuellement avec des statistiques et des tableaux de chiffres. Mais l'histoire, c'est d'abord un récit, on raconte l'histoire. Et regardez le succès d'un homme comme Franck Ferrand, qui raconte l'histoire. Et je me suis dit, bon, il faut raconter l'histoire du diocèse de Saint-Étienne, c'est-à-dire aussi faire vivre des personnages. C'est pas seulement donner des dates et des événements, mais essayer, toutes les fois que les documents le permettaient, de rendre les choses vivantes. Alors, vous me dites que j'y ai réussi. Oui, j'en suis très satisfait. Et j'insiste, parce que d'abord, ça ne coûte que 18 €, si j'ose dire, donc on peut vraiment se l'offrir, le faire circuler, et il faut le faire circuler. Oui. Il faut le faire circuler, il est vraiment lisible absolument par tout le monde. Alors, 35 chapitres, on va commencer par le milieu, si j'ose dire, puisque vous avez sur votre bureau, c'est le chapitre 18, il est juste au milieu, un document précieux et assez étonnant. Voilà un bon exemple, si vous voulez, de la manière dont on peut rendre un récit vivant. C'est-à-dire que, évidemment, je voulais parler de la vie religieuse, là c'est à la fin du XVIIIe siècle. Il se trouve que dans les archives du diocèse, on a le cérémonial de l'église paroissiale de Saint-Julien-Molin-Molette, rédigé par le curé de l'époque, qui s'appelait M. Léorade Picancel, ça ne s'invente pas, et qui, comme les choses changent, eh bien je vais écrire tout ce qui se passe. Et il décrit par le menu, au jour le jour, la vie de la paroisse en 1778. C'est absolument passionnant, d'abord parce que ça donne... C'est du réel, c'est pas du reconstitué, c'est du réel. Ça donne d'ailleurs une idée assez extraordinaire de la vitalité religieuse. Saint-Julien-Molin-Molette, c'est une petite ville importante, qui a une activité économique à l'époque, c'est pas un village perdu, c'est pas non plus un grand centre, une grande capitale. Il y a une vitalité religieuse qui est étonnante et c'est très amusant de pouvoir la suivre au jour le jour à travers les fêtes, les dévotions, et aussi les processions, aussi les remarques du curé sur les sonores de cloches qui ont tendance à boire des coups. Ils ont tendance à boire un peu trop, oui. Il faut choisir, le sélectionner. Enfin, donc, voilà, c'est des choses comme ça qui permettent de rendre les choses vivantes, en effet. Vous avez d'autres témoignages passionnants, comme par exemple, on a pour la visite pastorale de Monseigneur de Marquemont en 1614 à Saint-Bonnet-le-Château. 1614, alors vous vous représentez, début du XVIIe, 1614, Saint-Bonnet-le-Château, oui. Il y a déjà toute une vie qu'on a suivie dans l'histoire, qu'on va retrouver, et l'évêque de Lyon arrive. Alors, l'archevêque de Lyon, il faut savoir qu'à cause des guerres de religion, il n'y a pas eu de visite épiscopale depuis 70 ou 100 ans. Et on a le récit par le curé, aussi au jour le jour, avec tous les détails, l'évêque qui quitte les bottes parce qu'il arrive à cheval, pour se mettre en tenue, et qui confirme pendant 3 heures de rang tous ceux qui n'ont pas été confirmés pendant 100 ans. Quoi. Enfin, c'est assez étonnant aussi comme récit. Il arrange les petites querelles entre les curés, enfin, tout ça permet de rendre la vitalité, la vitalité et puis aussi les problèmes d'un temps. Hein. Bien sûr. Alors, cet aspect d'une histoire vivante autour d'hommes et de femmes de chez nous fait aussi visiter l'histoire de France. Parce que chez nous, ça paraît tout bête de le dire, mais en le lisant, moi j'étais frappé, on revisite toute notre histoire. Oui, forcément.
Voilà. Forcément. Bien que il faut se rappeler que nous n'avons été intégrés pleinement au Royaume de France qu'avec François Ier, qu'en 1536. Hein. Mais évidemment, les comtes de Forêt ont pris le parti du roi de France depuis leur installation. Peut-être Alors justement, on va commencer, puisqu'on a tous derrière la tête l'idée de notre diocèse qui n'a que 50 ans. Pourquoi, au fond, il n'a que 50 ans? Ça va être un feuilleton qu'on va... Et au fond, la séparation entre, chez nous, on va dire ça pour aller vite, et puis les Lyonnais, eh bien, elle date de ces fameux comtes du Forêt en guerre contre l'archevêque de Lyon. Alors, si vous allez sur le bâtiment de la préfecture de Saint-Étienne, il y a deux dates, 1173 et 1793. 1173, c'est la création du comté de Forêt, enfin le partage entre le Lyon et le Forêt, mais 1793, c'est la séparation du département de Rhône et Loire en département du Rhône et département de la Loire. Alors, moi, je pense que, en fait, l'histoire longue et les situations d'aujourd'hui ne s'expliquent pas que par l'histoire immédiate. Il faut tenir compte aussi de l'histoire longue. Et l'histoire longue, c'est effectivement le fait que, jusqu'au XIe siècle, il y a un comté unique lyonnais et Forêt, et que, avec une opposition entre le comte laïque et les archevêques qui exerçaient une partie du pouvoir civil. Et donc il y a une lutte, on peut dire à mort, parce qu'il y a eu de vraies guerres, entre les comtes et les archevêques, jusqu'à ce que des différents traités, puis finalement un arbitrage papal, en 1173, sépare définitivement le Lyonnais qui reste aux archevêques et le Forêt qui reste aux comtes. Les limites d'ailleurs du traité de 1173, c'est en gros les limites actuelles entre la Loire et le Rhône. Avec évidemment, comme dans tous les traités médiévaux, des petites particularités, comme par exemple les archevêques de Lyon s'étaient réservé un couloir jusqu'à la Loire. Donc Saint-Victor-sur-Loire, aujourd'hui, était aux archevêques, parce qu'il fallait qu'ils aient leur débouché sur la Loire. Alors, un mot à ce sujet d'ailleurs. À propos, justement, on dit le Forêt. Je crois, enfin, c'est pas moi qui suis l'inventeur de cette théorie, c'est un de mes honorables confrères de la Diana, Noël Gardon, qui avait cette thèse, et je la crois juste. En fait, quand il n'y avait qu'un seul comté, les comtes laïques s'intitulaient Comites Lugdunensis et Forensis en latin, c'est-à-dire comtes de Lyon, et Forensis, l'adjectif latin, signifie ce qui est au dehors. Ils étaient comtes de Lyon et du dehors. Et quand la séparation a eu lieu, ils n'ont plus pu s'intituler Comites Lugdunensis, ils ont continué à s'appeler Comites Forensis, et du coup on a fait le mot forêt qui n'a rien à voir ni avec Feur, ni avec le forum, ni avec la forêt. Mais or, le mot fort, oui, voilà, c'est les comtes du dehors. Pourquoi d'ailleurs la séparation s'est faite? Parce que à un moment donné de la lutte, les comtes qui étaient plutôt à Lyon, où se trouve l'église, la basilique Saint-Irénée aujourd'hui, se sont repliés sur leur terre patrimoniale et en particulier sur la butte basaltique de Montbrison, où ils ont pu construire un château considérable et en faire leur capitale. C'est le début de l'essor de Montbrison. La capitale du Forêt, c'est Montbrison. N'en déplaise aux Stéphanois. On va le retrouver à l'autre bout de l'histoire. Absolument. Cette période est aussi marquée par de nombreuses fondations religieuses qui marquent notre territoire aussi sur le plan de l'architecture. Et là, il y a des fondations qui viennent d'un petit peu partout. J'ai même découvert qu'il y en avait qui venaient, mais de très très loin, Fontreau, des fondations de femmes. C'est assez étonnant chez nous. Tout le monde arrive chez nous. Il y a deux types de fondations. Il y a les fondations du temps de la lutte, encore avec les comtes et les archevêques, puis les fondations d'après. Parce que du temps de la lutte, les comtes, très habilement, vont favoriser des fondations religieuses qui, en fait, sont autant de points marqués par eux sur leur territoire, parce que ce sont des fondations qui ne dépendent pas des archevêques. Vous parlez de communauté nouvelle par certains côtés. Exactement. Ben, Fontevraud, c'est le cas. Je ne veux pas raconter l'histoire de Robert Labrissel, mais c'était des communautés en plus ouvertes aux femmes dans toutes les situations de la vie, si vous voulez. Et effectivement, les comtes vont favoriser une implantation à Beaulieu, en Rouennais, et à Jourcey, sur la commune de Chombeuf, à côté de Saint-Galmier. Il en reste d'ailleurs que... Il en reste une belle église, oui, les ruines d'une église. Ils vont favoriser de la même manière les cisterciens, là encore aux deux bouts de leur territoire. La Bénisson-Dieu, à la limite en Rouennais, et Val-Benoît,
qui à l'époque est au milieu des bois. La Chaise-Dieu, pareil. Voilà. Ouais. Alors, Valbenoît, entre parenthèses, je crois que le développement du hameau sur le bord du Furan, qui est devenu Saint-Étienne, date en fait de la fondation de Valbenoît. Parce que du fait qu'environ 184, je l'attaque conventionnelle, on n'est pas très sûr, mais c'est à peu près, c'est sûr, environ 190 c'était fait, eh bien, le fait qu'il y ait ce monastère va faire détourner les chemins de circulation et donc va faire passer les gens par ce gué du Furan ou la place du peuple actuelle, et du coup, un village, Saint-Étienne de Furan, va naître. Et pourquoi Saint-Étienne? Très vraisemblablement parce que les chanoines de Lyon, en fait, ont des possessions sur ce terroir, et quand on construit l'église, on lui donne le nom de Saint-Étienne, qui est le titre de la capitale, de la cathédrale primitive de Lyon. La cathédrale de Lyon a été sous le titre de Saint-Étienne avant Saint-Jean-Baptiste. Et après, il y a eu un échange avec le baptistère, mais le titre primitif de la cathédrale de Lyon. D'où vient notre nom. Alors, on va parcourir, suivre évidemment l'histoire. C'est une histoire aussi marquée par la violence, par la misère, par la souffrance, avec une opposition qu'on montre très bien entre la plaine et puis les collines. La plaine, c'est plutôt difficile. Les collines, il y a des propriétaires, il y a des... Et puis la famine, les guerres, les bandits, c'est difficile. Oui, alors il y a une question sociologique, si vous voulez, qui se retrouve pratiquement jusqu'à la période immédiatement contemporaine. C'est le fait que le type de propriété n'est pas le même dans la plaine et dans les monts du Forêt et les monts du Lyonnais. La plaine est un terroir de grande propriété et un terroir plutôt de métayage, de fermage, donc avec des paysans exploitants mais qui ne sont pas propriétaires et qui doivent partager les revenus avec des grands propriétaires, alors que la montagne forésienne, comme la montagne lyonnaise, c'est un pays de petits paysans propriétaires et à l'époque médiévale, même de paysans qui sont de terres qui sont des alleux, c'est-à-dire qui sont libres de droits feudaux. Et donc, évidemment, les mentalités ne sont pas les mêmes. C'est pas étonnant que, à la période révolutionnaire, la plaine a été rouge, et les montagnes ont été blanches, au point d'avoir des petites vendées, aussi bien dans les monts du Lyonnais que dans les monts du Forêt. Mais ça se retrouve aussi à d'autres niveaux. Par exemple, oui, je parle c'est l'occasion d'en parler en ce moment, c'est à la mode, les grandes épidémies. La grande peste noire en 1348-1349, ou les grandes pestes du XVIIe siècle, la situation est beaucoup plus saine sur les montagnes, parce qu'il n'y a pas de circulation. Il n'y a pas de circulation, il y en a au bon air, alors que la plaine, avec des étangs mal irrigués, les épidémies viennent par les voies de communication, et comme aujourd'hui, c'est impressionnant. Comme aujourd'hui. Et on a l'impression d'une misère sociale qui est parfois plus grande, effectivement, dans la plaine. Les récits, voilà un autre récit très vivant, le curé de Fer, M. Duguay, en 1709, qui nous fait un récit hallucinant de la grande famine et du grand hiver de 1709, où il faisait si froid que même à Versailles, le vin gelait dans les verres entre la cheminée et la table. Et on traversait la Loire au bout de 3 jours de gel, oui, parce que la Loire était couverte. On peut faire passer des chars sur la Loire. C'est incroyable. Oui. Donc, tout au long de ces siècles, les chrétiens agissent, enseignent, transmettent la foi, ont énormément aussi de fondations pour le secours des personnes, pour en particulier au XVIIe. On peut évoquer la fondation de la charité, par exemple. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Oui. C'est étonnant de voir la manière dont s'entremêlent, comme vous dites, ces périodes de drame, de destruction, et en même temps des périodes de renouveau et de vitalité religieuse. Pour la période médiévale, par exemple, vous avez la période effectivement de la peste noire, la guerre de 100 ans, sur la fin de ce qui sera ce qu'on appelle la guerre de 100 ans, mais la guerre de 100 ans, c'est pas une guerre qui a duré qui a duré 100 ans. C'est des combats sporadiques qui se succèdent, etc. Mais sur la fin de cette période, du fait aussi que le Forêt est très sagement gouverné
par des femmes. 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 Jeanne de Bourbon, Anne Dauphine, Marie de Berry. Eh bien, on a un espèce de renouveau. Toutes les grandes églises gothiques que nous admirons, dans les monts du Forêt, dans les monts du Lyonnais, la collégiale de Montbrison est achevée à ce moment-là. Il y a un renouveau magnifique. Et l'autre période qui est étonnante, c'est le XVIIe siècle. Alors là, pour le coup, où en même temps, on a des famines, on a les grandes pestes de 1628, et 1629 et 1638, et en même temps une vitalité religieuse, des fondations de couvents par dizaines. À Saint-Étienne. Puisque tout le centre-ville est rempli de couvents. Pour les hommes, les minimes et les capucins, pour les femmes, les ursulines, les dominicaines saint-capuciniennes, les ursulines, la visitation. Et à Montbrison, même chose. Et les Clarisses. Les Clarisses qui sont là. Qui sont toujours là depuis 1500. 1500. Sans interruption. Alors, les Ursulines, en même temps, ces couvents qui sont des fondations pieuses, mais aussi avec un objectif souvent éducatif, social. Les Ursulines faisaient l'éducation des jeunes filles. Je ne me lasse jamais d'ailleurs de dire cette perle que j'avais trouvée dans un coutumier des Ursulines, où on disait que les sœurs ne se donnaient jamais la discipline, parce que l'éducation des jeunes filles leur tenait lieu de pénitence. Le vendredi, voilà. Alors, ça me plaît bien ce que vous dites là, parce que ça illustre tout à fait aussi le ton du livre, c'est-à-dire c'est vivant, voilà. Oui. Voilà. La charité est une entreprise. Alors, c'est national, c'est un mouvement qu'on appelle d'un mot qui n'est pas bien politiquement correct aujourd'hui, qu'on appelle le renfermement des pour le public. On crée des institutions qui n'étaient pas tant des hôpitaux que des centres de rééducation en quelque sorte, à la fois des lieux d'accueil pour les gens désocialisés, mais où on apprend des métiers. On apprenait un métier aux plus jeunes, on permettait même à quelques-uns des meilleurs de devenir maîtres sans payer les droits d'apprentissage, etc. Donc, il y a vraiment un souci. Et tout ça grâce à une figure immense stéphanoise qui mériterait, le Saint Vincent stéphanois, qui est le curé Guy Colombet. Alors, celui-ci, vous l'aimez bien. Alors, curé de la Grande Église de 1864 à 1708, c'est une figure extraordinaire. Extraordinaire. Alors, on arrive à la Révolution, on revient par la transition avec, vous l'évoquiez, et cette période révolutionnaire, chez nous, elle sera particulièrement violente. On n'a pas idée de ce qui s'est passé en très peu de temps. Il y a d'ailleurs un chapitre entier où vous citez le nom des prêtres, diacres, qui ont été guillotinés ou fusillés chez nous, à Feurs, Montbrison ou Saint-Étienne, puisque le redoutable de Javoc avait amené la guillotine à Saint-Étienne. Je crois que j'en mets le nombre, il me semble que c'est 54 entre 1793 et 1794, ce qui est quand même... Et je n'ai rien dit des victimes laïques. Enfin, bien sûr. Alors, tout ça est assez paradoxal, parce que le coutumier de Saint-Julien-Malabonnette montre la vitalité religieuse certaine, peut-être pas dans toutes les paroisses, pas dans tous les endroits, mais il ne faut pas croire que la France était déchristianisée à cause des Lumières en 1790. En revanche, il y avait une crise sociale, une crise gouvernementale profonde, financière. D'ailleurs, si on confisque les biens de l'Église en 1790, c'est essentiellement pour payer la dette de la nation. Aujourd'hui, on ne pourra plus le faire. En tout cas, si on confisque les biens de l'Église, ça ne payera pas les biens du Covid. Et donc, au départ, les idées révolutionnaires, enfin, le mouvement qui va aboutir à la révolution est accueilli plutôt avec sympathie. Et puis, mais je le cite dans le livre, les prêtres qui sont les députés du clergé aux États généraux, il y en a qui prennent fait cause pour la Révolution, comme Gagnère Arwan, mais d'autres, comme l'abbé Flachat, qui est le curé de Saint-Chamond, on a ces lettres qui disent ça tourne mal, qui sent monter l'anticléricalisme, la volonté de détruire la religion, et l'hostilité à la religion, et puis qui va à culminer évidemment avec la terreur, et puis ces personnages dont les noms sont restés dans la mémoire collective, comme Javoc.
le, le, père- l'ancien curé de Moin racontait qu'enfant, il avait vu, il était des Monts du Forêt, et il avait vu dans un petit village des Monts du Forêt, deux vieux qui s'étaient disputés après une partie de belote, et un qui le prenait au collet en disant à son « Mon grand-père n'est pas allé scoltiner avec Javogue, lui !» C'était la référence, ça restait dans l'imagination populaire. Alors, bon, vous allez nous raconter comment on en est sorti, comment finalement, entre ces prêtres qui ont prêté serment et ceux qui ne l'ont pas fait, bon, les morceaux, si j'ose dire, ont été... Ça c'était la sage politique du cardinal Fesch. Il faudrait peut-être revenir sur une chose avant, c'est-à-dire le fait qui est quand même très spécifique du diocèse de Lyon. Là, pour le coup, le diocèse dans sa configuration d'avant la Révolution, c'est-à-dire la Loire, le Rhône et même l'Ain. Mais c'est l'église clandestine. Oui. Parce que l'organisation qui avait été faite par un prêtre lyonnais, le curé de Saint-Nizier, un prêtre de Saint-Nizier, l'abbé Linsolas, et il faut, je me permettre de me citer parce que... Une organisation extraordinaire. L'organisation extraordinaire. Les 900 paroisses du diocèse, donc là on parle du diocèse de Lyon, hein, les 900 paroisses du diocèse étaient divisées en 25 missions, comprenant chacune un chef de mission, un adjoint et des missionnaires, tous prêtres. Chaque village avait un chef laïque et un certain nombre de catéchistes divisés en 3 classes. Les plus capables enseignaient sur place, les autres étaient affectés à la protection des missionnaires et à la préparation de leur passage. Donc on a une église clandestine avec un clergé itinérant missionnaire, et les paroisses sont tenues par des laïcs sur place qui préparent ou accueillent et favorisent. Je vois à votre sourire que ça fait penser à des projets très concrets d'organisation mis en avant par un précédent évêque de Saint-Étienne. Et vous voyez, pour la Loire, eh bien, les missions, c'était celles de Saint-Étienne, Saint-Galmier, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Montbrison, Gumière, Saint-Albin, et puis Crémaud-et-Roanne pour la partie rouennaise. On en a une trace ici même aux archives diocésaines. Je dois avoir 1 mètre cube de registre de catholicité tenu par ces prêtres clandestins, parce qu'ils étaient dans la clandestinité avec des pseudonymes se cachant, mais ils faisaient tout de manière canoniquement irréprochable, y compris avec les actes rédigés en double exemplaire. Et c'est un fonds qui est malheureusement, qui n'a pas encore été inventorié ni exploité, mais on aurait un fonds historique absolument passionnant pour ça. Alors, et comme vous disiez, le cardinal Fesch, à son arrivée, donc l'oncle du consul, a été... le cardinal de Courtrai disait que c'était un brigand que l'épiscopat avait converti. Titre du chapitre. Et c'est très juste, parce que Fesch était archidiacre d'Ajaccio avant la Révolution. Comme tout le monde, il s'était rempli les poches sur la vente des biens nationaux. Ça lui a servi d'ailleurs ensuite, parce qu'il a payé beaucoup de choses. Quand les Bonaparte sont indésirables en Corse, il part et tout le monde va se réfugier chez le neveu, capitaine d'artillerie à Toulon. Et puis il suit les fortunes de son neveu. Il devient commissaire des guerres, fournisseur aux armées. Il s'en est aussi plein les poches. Finalement, quand il faut pourvoir le siège de Lyon, on ne trouve personne. Le premier consul pense à son oncle, qui fait une retraite sous la direction de M. Emery, le supérieur de Saint-Sulpice, et se convertit vraiment pour de bon, et va désormais dépenser toute son énergie à reconstituer son diocèse. Napoléon disait, mon oncle, qu'on le mette à l'alambic, il en sortira des séminaires. Et je raconte d'ailleurs dans le livre l'histoire de ces petits séminaires clandestins, comme celui de Verrières, au-dessus de Montbrison. Où quand même des gens célèbres passaient. Champagnat, Jean-Marie Vianney, le curé. Champagnat et Vianney, chez nous, Absolument. Absolument. Et il faisait le guet, vous dites ça, oui, en souriant. Parce qu'à un moment donné, Fesch avait eu même le courage de s'affronter à son neveu. Et à un moment donné, il est persona non grata, et les séminaires sont fermés par ordre impérial. Et Fesch garde ouvert celui de Verrières, parce qu'il est loin. Le temps que les gendarmes arrivent à cheval de Montbrison, on a le temps de les voir arriver. Et les séminaristes étudient avec un livre et une pioche à côté d'eux. Et si on signale les gendarmes, ils posent le livre et ils vont piocher dans les champs pour passer inaperçus. C'est absolument extraordinaire comme histoire. Alors, cette période-là va aussi voir partir de chez nous
un certain nombre de missionnaires dans le monde entier. Et là, il y a deux chapitres, une aventure incroyable, à la fois aux États-Unis, à l'époque, Tout à fait. Texas, enfin, c'est la forme. Et puis en Océanie, et puis en Cochinchine à l'époque. Voilà. Alors, c'est une chose que l'on ne connaît pas forcément très très bien, le fait que les premiers évêques, une grande partie des évêques des États-Unis sont venus La Nouvelle-Orléans, de France et plus particulièrement de la Loire, puisque en fait le premier évêque de la Nouvelle-Orléans, Monseigneur Dubourg, était un créole de Saint-Domingue et il était venu en France en 1815 à la pêche aux prêtres, pour ramener les prêtres dans son diocèse. Ils le feront tous par la suite. Oui, bien sûr. Il arrive en 1815 et 1815 fait bien partir des îles. Et donc on attrape Dubourg pour faire les ordinations à Lyon. Et du coup, il en profite et il repart. Alors c'est quand même étonnant. Il repart avec un prêtre qui vient d'ordonner, Antoine Blanc, et un sous-diacre, Michel Portier, plus 5 autres. Antoine Blanc est de Sur-Île-Comtal, Michel Portier est le fils d'un chapelier de Montbrison, et ils vont devenir respectivement évêques. Blanc va succéder comme évêque de la Nouvelle-Orléans, et Portier va devenir premier évêque de Mobile, un des diocèses des États-Unis, puis ainsi de suite. Enfin, il y en a, eux-mêmes vont venir à la pêche aux prêtres à nouveau et repartir avec des prêtres. Et on a des récits, on a des correspondances, j'en cite quelques-unes, qui sont tout à fait très intéressantes. Il y a maintenant le confrère à la Diana, et c'est l'abbé Alésina, qui a beaucoup écrit sur ces évêques de Sury, enfin sur Portier et Blanc, originaires de... Mais il y en a d'autres qui sont originaires d'Ambierle, donc en partie rouennaise, qui eux aussi vont se retrouver aux États-Unis. Et alors la mission océanique... Il y a quelques années, il y a des Américains qui sont venus voir leurs racines, retrouver leurs racines chez nous, c'est impressionnant. Alors d'autres parties, ça c'est les frères maristes. Voilà, l'Océanie c'est un peu plus connu par le fait que les maristes ont toujours gardé, ils ont été fondés évidemment ici, nous, bien sûr. Et donc le lien avec l'Océanie s'est toujours maintenu. Il y a toujours eu des prêtres qui sont partis aussi là-bas, mais il y a des aventures que l'on connaît, que j'ai même découvertes. Je connaissais, tout le monde connaît. On connaît bien l'histoire du premier évêque et martyr, même si ça n'a pas été reconnu comme tel, d'Océanie, qui est Monseigneur Jean-Baptiste Épal, donc famille Épal de Marle, petit catéchisé par le père Champagnat. La légende est belle, c'est tellement beau qu'il faut que ce soit vrai. Le père Champagnat montrant une pomme aux enfants du catéchisme et leur disant: mes enfants, la terre c'est comme cette pomme, et là en dessous, nous on est là, et là en dessous il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, il faudra leur annoncer un jour. Et le petit Épal partira. Bon, pourquoi et donc, Jean-Baptiste Épal, qui est désigné comme vicaire apostolique de la Micronésie et de la Mélanésie, enfin un territoire aussi grand que l'Europe, qui débarque sur une île d'Océanie, mis en tête et crosse en main, les indigènes l'entourent, ils pensent les impressionner, il y en a un qui reluque sur l'anneau épiscopal, et on l'assomme d'un coup de hache sur le bord de la plage, et dans le bateau, il tire 2 coups de fusil pour que les indigènes s'éloignent, et le pauvre Jean-Baptiste Épal va agoniser pendant 2 jours dans le bateau, sans avoir pu vraiment débarquer dans l'île qu'il voulait évangéliser. Alors qu'il y a l'autre histoire donc d'un vicaire rocambolesque, alors qu'il lui n'est pas mariste du tout, il s'appelle Jacquet, il veut partir en mission, et comme personne ne lui donne la permission, il la prend. Donc, apprenant que Monseigneur Épal attend un bateau à Londres pour partir... Il faut un an à l'époque. Il faut un an, voilà, pour partir pour les îles du Pacifique. Eh bien, il le rejoint à Londres. Épal un peu embêté, mais un prêtre de plus dans cette aventure-là, ça ne se refuse pas. Et c'est ce moment que choisit le brave abbé Jacquet pour prévenir Monseigneur de Bonald qu'il est parti. Qu'il est parti, et le Bonald, il faut que je passe. Et donc il embarque, et lui, effectivement, va commencer la mission, commencer à fonder des petites communautés, puis un jour ils vont visiter une tribu qui a à l'écart,
Dans un premier temps, ils les accueillent bien, et puis au bout d'un moment, les saguets et les flèches volent, et malheureusement, c'était une tribu anthropophage, ce qui fait que le vicaire de Montbrison a fini dans une marmite, ce qui est tragique. Un peu tragique, oui, même si ça nous fait sourire aujourd'hui. On part aussi avec les missions étrangères de Paris, et c'est nos saints du diocèse, on Tout à part fait. aussi au Tonkin Voilà, et alors, en Chine. quelle aventure, Jean-Pierre Néel, bien sûr, qui est originaire de Rivry, ses études aussi à Montbrison. Puis le vrai diocésain qui est Jean-Louis Bonnard. Alors Jean-Pierre Néel est martyr en Chine, et Jean-Louis Bonnard est martyr au Tonkin, donc le Vietnam actuel. C'est là aussi, c'est poignant, parce que quand on lit la correspondance de Jean-Louis Bonnard, qui dit à ses parents: mes chers parents, quand vous recevrez cette lettre, ma tête sera tombée sous le glaive du bourreau, je serai mort pour la foi en Jésus-Christ, ne pleurez pas, réjouissez-vous, c'est ce que je cherchais. 28 ans. 28 ans, oui, enfin, ces petits paysans des Monts du Lyonnais, dont le rêve missionnaire est né des annales de la propagation de la foi, grâce à Pauline-Marie Jaricot, qu'on va peut-être bien béatifier bientôt, aussi cette jeune fille lyonnaise géniale, qui avait eu l'idée, 1 sou par jour pour les missions, et en échange, recevoir les lettres des missionnaires. Et c'est ça qui a donné. Avec ces lettres, plein de jeunes gens et de jeunes femmes se disent: pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Voilà. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Oui. Alors on arrive, bien sûr, on ne peut pas tout évoquer, une période qui a été aussi très compliquée, c'est la période de 1905. Mais finalement, chez nous, ça ne se passe pas si mal que ça. Aristide Briand, dont on peut être fier et auquel vous rendez hommage, fera le maximum pour que ça se passe le moins mal possible. Pas trop mal. Et puis, c'est-à-dire qu'on a eu la chance, il faut parler du diocèse de Lyon, là, d'avoir des modérés. Et en particulier l'archevêque, le cardinal Coulier, qui était un libéral, un modéré, qui avait pour lui l'auréole d'avoir assisté sur son lit de mort le président Carnot lorsqu'il a été assassiné à Lyon. Donc, il a volontairement... alors, il y a eu quelques escarmouches autour des congrégations, mais pas tant que ça. On va peut-être parler maintenant de notre fameux diocèse de Saint-Étienne. Oui, c'est pour ça. Il faut... le projet d'un diocèse à Saint-Étienne, on peut le dater très exactement. Enfin, c'est curieux d'ailleurs qu'au moment de la séparation du département de la Loire et du Rhône, on était au lendemain de la Terreur, et donc l'Église constitutionnelle n'existait plus. Et quand l'Église constitutionnelle a essayé de se rétablir en 1798-99, le projet a été lancé. En 1800. En 1800, mais il a pas abouti. En revanche, quand en 1855, ou 1er janvier 1856, la préfecture, par une injustice que les Montbrisonnais ressentent encore au cœur, est partie de Montbrison à Saint-Étienne. L'idée a germé aussitôt, Montbrison a perdu son préfet, il lui faut son évêque. Voilà. Et un chapitre voilà, comme ça. Alors, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que ce ne sont pas du tout les ecclésiastiques, pas du tout l'Église qui réclame la création de ce diocèse, mais je dirais la population, pour aller vite. Les laïcs influents. Les laïcs influents. Voilà. Alors d'abord à Montbrison, il y avait tout pour Montbrison. Mais oui. C'est ce qu'il y a des brochures délicieuses qui racontent, qui font de la propagande pour l'installer le projet à Montbrison, en disant: mais au moins, à Montbrison, l'évêque aura tout, il aura sa cathédrale, il aura son séminaire, il aura son palais épiscopal. On faisait partir le sous-préfet au musée d'Alard, et surtout, l'évêque à Montbrison serait à l'abri du danger d'exposer sa personne à une commotion populaire. La ville de Saint-Étienne, ville ouvrière, remuante, qui explose à l'époque, qui passe de 20 000 habitants à 130 000. Et aussi à Montbrison, les chanoines auront la vie moins chère. Absolument. Qui est un argument considérable. Mais en fait, l'idée est lancée, mais elle fait germer l'idée qu'effectivement il faut un diocèse dans la Loire à cause de l'augmentation exponentielle de la population. Mais à nouveau, le bon sens fait comprendre que c'est Saint-Étienne
Alors même les autorités, le préfet, c'est les autorités civiles. c'est les autorités civiles. Alors, on est sous le Second Empire, on est au temps de l'ordre moral. Voilà. Donc le préfet pense que la présence d'un évêque peut avoir un bon effet sur la moralité des populations ouvrières. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, il y a une chose qui est très amusante aussi, c'est quand le projet va connaître toutes sortes de fluctuations, mais quand en 1938 encore, 34, on remet le projet en selle, le cardinal Morin, archevêque de Lyon, qui n'est pas du tout partisan de la séparation des diocèses, répond en disant « Mais de toute façon, s'il y avait un diocèse, il serait bien mieux à Montbrison. Parce que le jour où les mines cesseront d'être en activité, Saint-Étienne perdra son importance. » Alors c'est vrai que... c'est un argument un peu spécieux. Oui, bien sûr. On comprend, en vous lisant, les raisons pour lesquelles le clergé de notre département, on va dire, freine des quatre fers. Alors il y a deux arguments. Le premier qui m'a beaucoup surpris, c'est le nombre de prêtres dans la Loire par rapport au Rhône. Il y avait plus de prêtres dans les années 1930 dans le département de la Loire que dans le département du Rhône, et de manière assez significative. Donc si la Loire s'en va, voilà. Et les prêtres disent aussi, c'est bien de rester à Lyon, au moins certains d'entre eux, parce qu'on peut avoir de belles carrières, parce que Lyon c'est prestigieux. Alors que si on est dans un petit diocèse comme chez nous... Il y a plusieurs niveaux effectivement, beaucoup de prêtres sont attachés à Lyon, à la Sainte Église de Lyon. Puis à l'époque, on est à l'époque des particularismes lyonnais, la liturgie lyonnaise, voilà. Donc les prêtres sont attachés à ça. Et puis il y a cette idée qui, je pense, est plus d'ailleurs un fantasme qu'une idée réelle. Le fait que l'évocation... Alors ça, c'est l'attachement à Lyon du côté des prêtres qui sont des prêtres de la Loire, c'est une chose. Et du côté des autorités lyonnaises, il y a l'idée que les vocations... Et les troupes sont chez nous. Voilà, l'idée que les vocations viennent de la Loire. Quand on regarde les chiffres, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une petite supériorité, parce que le grand bassin des vocations, c'est sur les monts du Lyonnais, qui sont entre les deux. Donc, c'est pas très significatif. Mais il y a cette idée-là, et c'est très curieux de voir, quand on est encore dans les années 1950, quand on recommence à parler d'un diocèse à Saint-Étienne, de voir des évêques d'idées pastoralement aussi avancées comme Monseigneur Ancel, le supérieur général du Prado, qui refuse, qui freine des quatre fers, ou Monseigneur Dupuis, qui est pourtant originaire de Chevrières, qui freine les deux auxiliaires sont absolument contre. Absolument contre. Alors, et Jurier n'est pas pour. Alors voilà, parce que quand même, le bon sens fait que forcément, il faut trouver des solutions. Alors on va s'adresser à Rome. On a sauté une étape. On a sauté une étape, c'est-à-dire qu'effectivement, au XIXe siècle, l'affaire fait long feu, puis la guerre de 1870, les luttes anticléricales, tout ça, fait que l'affaire passe à l'arrière-plan. Quoique, toutes les fois qu'il y a un changement d'archevêque, il y a un comité de Stéphanois qui va à Rome pour rappeler le projet. Et puis, en 1917, quand personne n'y pense, en pleine guerre, Rome prend une décision à la romaine, c'est-à-dire en ménageant la chèvre et le chou. On ne va pas créer un diocèse à Saint-Étienne, mais on va mettre un évêque auxiliaire de Lyon en résidence à Saint-Étienne. Parce qu'on pense à Rome que ce que les Stéphanois demandent, c'est un évêque avec une belle mitre, une belle crosse, qui bénisse les Stéphanois, et ça sera suffisant. Et de fait, on pense que ça va marcher comme ça. Seulement, malheureusement, le premier évêque qu'on nomme, d'ailleurs, Monseigneur Chassagnon, Hyacinthe Chassagnon, qui était de Bassan-Basset, est un homme pastoralement très actif, très entreprenant, et très vite, on va l'exfiltrer, on va le nommer évêque d'Autun, parce qu'il prenait trop d'initiatives. Alors que son prédécesseur, Monseigneur Faugier, c'est son successeur. C'est son successeur, on l'appelle Monseigneur Jean Réfère. Oui, parce que il y a des alternances comme ça. Mais c'est une solution qui est un petit peu bancale. Et ce qui va débloquer la situation, c'est quand, en 1951, si je ne me trompe pas, on va modifier les limites du diocèse de Lyon, puisque jusqu'à cette époque-là, les paroisses de l'autre côté du Rhône, Villeurbanne et compagnie, étaient toujours du diocèse de Grenoble.
qui était dans le Aberrant. développement urbain de Lyon de l'époque aberrant. Donc, on a touché les limites du diocèse de Lyon d'un côté, pourquoi on ne les toucherait pas de l'autre? Et là, cette fois, c'est le clergé stéphanois qui a des raisons pastorales, qui veut une certaine cohérence de l'évangélisation. Et c'est le moment de la grande force des mouvements d'action catholique ouvrière, JOC, JAC. Vous allez nous raconter d'ailleurs cette épopée. Et il y a un homme, il faut dire, un homme, c'est Jean Maziou. Alors Jean Maziou, parle-nous-en parce que vous avez un trésor. Voilà, donc qui est à l'époque directeur des œuvres, comme on dit, c'est celui qui fédère tous les mouvements d'action catholique, et qui, Johannes Maziou, je dis Jean Maziou, c'est Johannes Maziou, qui, j'ai retrouvé par chance les notes de Johannes Maziou, prises, pas au jour le jour, mais à un moment donné, il a fait, je pense qu'il avait projet de faire un livre blanc, et donc j'ai toutes les correspondances, et des échanges de correspondances avec Monseigneur Villot, qui est à ce moment-là futur cardinal, qui est le secrétaire général de l'épiscopat, avec les évêques de la région, et là, c'est un roman parce que Ancel et Dupuy freinent les quatre fers, Gerlier, le chanoine du Cerf, directeur de l'Essor à Saint-Étienne, disait Gerlier, il bénit tout, l'eau, le feu et les pompiers. Et donc, Gerlier, oui, très bien, dit on va créer une commission. Et alors, il y a un épisode extraordinaire où Johannes Maziou sent que ça bascule du mauvais côté, et il va s'aboucher avec Antoine Binet. Alors, vous nous racontez ça aussi. Antoine Binet qui dit, mais je vais aller trouver Jean 23. Parce qu'il le connaît. Je l'ai connu quand il était nonce à Paris, et Antoine Binet obtient un rendez-vous sur le champ. Sur le champ. Des Finances. Oui, ministre des Finances. Sur le champ, auprès de Jean 23, qui lui dit, ça se fera. Il faut attendre que le cardinal soit mort. Et ça aboutit quand même à quelque chose, c'est que, alors, il y a des choses qui sont succulentes, comme, j'ai trouvé ça dans les papiers de Maziou, cet article, ce courrier des lecteurs, d'un lecteur du Figaro, qui envoie apprenant la nomination de Monseigneur Mazier. C'est déjà un progrès, parce que Monseigneur Mazier, il a du répondant. Il vient de l'extérieur, et puis il obtient des pouvoirs étendus, il aura un vrai conseil épiscopal, il fera les nominations, il pourra créer des paroisses, etc. Mais c'est quand même pas encore l'indépendance. Et ce lecteur écrit au Figaro, bien que les Stéphanois se soient débattus comme des diables dans un bénitier, Lubangui-Chari aura reçu l'indépendance politique avant que le département de la Loire n'ait acquis l'indépendance religieuse. Et de fait, Lubangui-Chari est devenue la République centrafricaine en 1960. Il faudra attendre encore 10 ans pour que ça détienne. Alors ça avance quand même, parce que vous dites il y a aussi dans la société civile une sorte de mouvement pour que Saint-Étienne ait les institutions qui correspondent à son développement et à sa place économique. C'est la 10e ville de France à l'époque. Oui, tout à fait. C'est pas un hasard si la lutte pour créer une université à Saint-Étienne est absolument contemporaine. Pour l'Église, ce qui va changer évidemment, c'est le Concile. C'est-à-dire que Mazier a un rôle important au Concile. Important. C'était un évêque auxiliaire de Lyon, jeune évêque. Vous savez qu'au Concile, les évêques siégeaient par rang d'ancienneté. Hein. Donc Mazier devait être à la porte. Hein. Mais il fait une ou deux interventions. Mais surtout, c'est le climat qui change. Et ce qui va être déterminant, c'est pas tant Mazier, c'est le fait que Jean Villot, coadjuteur du cardinal Gerlier, qui lui aussi avait ménagé la Chevrel-Chou quand il était à Lyon, arrivé à Rome, à la congrégation des évêques, puis à la secrétaire d'État, va faire surmonter tous les derniers obstacles, boucler le dossier, et le dossier est bouclé donc à la 26 décembre 1970. Alors reste quand même le problème du Rouennais. Là, c'est là qu'on retrouve l'histoire longue. Parce que quand les comtes de Forêt se bagarrent avec les archevêques de Lyon, les sires de Beaujeu qui possèdent le Rouennais, ou les comtes de Mâcon, qui ont des intérêts, prennent plutôt le parti de l'archevêque que le parti du comte. Il y a toujours eu une... Ça date de 1000 ans. Oui, c'est 1000 ans. Le Rouennais regarde plus du côté de Lyon que du côté de Montbrison. Et ça a toujours été. Et du coup,
Dès que les projets de création du diocèse se font, se font vraiment sérieusement. Je cite ça dans les correspondances du clergé de Lyon, surtout que le Rouennais reste avec Lyon. Et avec même une promesse d'un évêque auxiliaire à oui, Rouen. à l'époque, on avait l'idée aussi de créer des petits diocèses. Aussi, voilà, un diocèse à Vienne, un diocèse à Rouen. Bon, ça, c'était peut-être un peu de l'eau bénite de cour, mais mais c'est très très significatif de voir quand la création du diocèse se pose à nouveau, que les Rouennais réagissent tout de suite pour dire non, il n'est pas question que l'on crée que l'on soit du côté de Saint-Étienne. Que l'on rattache un diocèse à Rouen. Mais il y a peut-être une chose, puisque je feuillette pour retrouver une citation que je ne retrouve pas, une chose dont il faudrait qu'on parle, que l'on a oublié, c'est la période de la guerre et la résistance. Oui. Parce que je suis content d'avoir pu au moins honorer une de ces figures, il y en a plusieurs. Je pense à un militant chrétien comme Pierre Bérard, ce jeune, le frère de Jean Bérard, qui était vicaire général de Monseigneur Joaton, de Monseigneur Rousset, de Monseigneur Joaton, qui est mort à Montluc, enfin bon. Mais il y a le personnage de l'abbé Ploton, qui est quand même curé de la Nativité. Racontez-nous. Voilà. C'est le type même de ces abbés catholique qui devient curé de la Nativité paroisse populaire en 1939 et qui très vite comprend ce qu'il en est et va s'engager dans la résistance. Parce que vous montrez bien que dans les années tout de suite en 40, on connaît Gerlier, etc. Il y a une sympathie pour le régime de Vichy. Oui, il faut peut-être commencer idéologiquement. Alors, mais ça tourne très vite. Il faut se rappeler que les curés, les gros curés, comme on disait à l'époque, les curés de paroisse importantes, les évêques, Monseigneur Bornet, le cardinal Gerlier, étaient des anciens combattants de 14. Et très important. Ils avaient une vénération pour le maréchal, pour le général Pétain, qui avait été économe du sang des hommes, etc. Et puis, en plus, ces hommes séminaristes, avaient souffert de la séparation. Ils avaient été expulsés de leur petit séminaire, expulsés de leur grand séminaire, expulsés de leur congrégation religieuse s'ils étaient religieux. Et donc, pour eux, la Troisième République, c'était la gueuse. Et l'écrasement de la Troisième République ne pouvait que leur être sympathique. On a les écrits de Bérardier, Monseigneur Bérardier, qui était le curé de Saint-Louis à Saint-Étienne, qui sont très significatifs sur ce plan-là. Il basculera d'ailleurs. Mais il bascule très vite. Et il y a une histoire qui est très intéressante aussi, c'est le cas de l'abbé Varégas, qui était curé de Saint-Just-en-Bas. Bon, Saint-Just-en-Bas, c'est pas un port de mer. Hein. Et qui, en même temps que curé, faisait le secrétaire de mairie. Comme secrétaire de mairie, il recevait le journal officiel. Et au fur et à mesure qu'il voit paraître dans le journal officiel les décrets de l'État français, en particulier les décrets antisémites, il se dit, c'est pas possible. Ou les décrets aussi pour contrôler la jeunesse. Parce qu'il y a toujours, chez ces prêtres d'Action catholique, les mouvements de jeunesse, c'est sacré. Donc, ou le scoutisme, c'est pareil. Bon. Donc, il va trouver le supérieur du séminaire de Montbrison en lui disant, écoutez, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il monte un petit groupe d'études avec des conférences publiques pour dénoncer... Vous dites dans un village, 300 personnes. Oui, à Chazelles. Voilà. Alors ça, c'est... Et c'est dès 41. Dès 41. Ça, c'est un petit peu la prise de conscience intellectuelle. Mais Robert Ploton, là, c'est une action directe, parce que lui va être en réseau avec les mouvements de résistance, cacher, servir d'intermédiaire pour des juifs ou de passage, etc. Et puis... Faire des faux papiers. La cure de la nativité est un peu isolée, etc. Cacher les numéros de témoignages chrétiens. Alors parlez-nous de ça, c'est étonnant, parce qu'on sait que c'est né à Lyon, mais c'est né aussi à Saint-Étienne. Il y a des numéros qui ont été imprimés. Des premiers numéros de témoignages chrétiens ont été imprimés avenue d'Enfer Rochereau, chez un imprimeur, et cachés dans l'hôtel de la paroisse de la Nativité. On enlevait la planche sur le dessus de l'hôtel, on cachait les numéros dedans. Et donc voilà, Robert Ploton est dénoncé, arrêté. Il se sauve. C'est rocambolesque. Il est blessé. On le rattrape, on le passe à tabac, et puis il va passer de la Gestapo stéphanoise à celle de Lyon, puis à Compiègne, puis à Dachau, puis à Dora,
qui était l'usine souterraine de fabrication des DB1 et des DB2. Il en revient. Il a survécu. Il en revient et vous citez son journal, parce qu'il a tenu un journal. Oui, oui, oui. Et il a écrit un récit de Montluc à Dora. Et il y a deux choses qui sont extraordinaires. Il y a le récit qui poignant, qui fait venir les larmes aux yeux de la messe clandestine. Hein. Oui. Voilà. Il relate les messes clandestines, célébrées avec des hosties à peine plus grosses que des confettis, et un simili-vin fabriqué avec les raisins secs des colis de la Croix-Rouge. Ainsi se magnifiait, écrit l'abbé, l'épreuve avilissante, et s'exaltait, malgré les bourreaux, notre fierté d'homme sanctifiée par l'amour. Il y a un regard sur ce que peut être J'en ai la chair de poule. On en a la chair de poule. Alors, mais quand il revient, l'autre histoire, c'est quand il revient. Il arrive le lundi de Pentecôte, 21 mai 1945, à la gare de Châteauguay. Il y a un train qui ramène un convoi de déportés, évidemment. Il y a tout un tas de gens qui sont là pour les attendre, mais lui, personne ne l'attendait. Et il y a quelqu'un qui le reconnaît. Mais c'est l'abbé Ploton. Et alors, le bouche à oreille, ça se répand comme une traînée de poudre. Il commence à remonter l'avenue pour aller à la base de la Nativité, évidemment. Oui, on tourne sur la droite, on arrive en haut, voilà. Et alors, les gens s'affluent, les gens se mettent aux fenêtres. Qu'est-ce que c'est? C'est l'abbé Ploton, c'est l'abbé Ploton. Quand ils arrivent à l'église de la Nativité, il y a 800 personnes dans la rue. L'abbé improvise un petit sermon. Et moi, j'ai connu, je l'ai enterré, la vieille dame qui était jeune institutrice à l'époque et qui tenait l'harmonium et qui me disait, Monsieur l'abbé, quand ça a été fini, je ne sais pas comment ça s'est fait, je me suis retrouvé à l'harmonium, j'ai joué la Marseillaise. Sublime. Et c'est sublime. Sublime. Mais c'est un personnage alors, qui mériterait... il a une rue à Firminy parce qu'il a été curé de Firminy. Il mériterait à Saint-Étienne un hommage plus grand que cela. Je l'ai d'ailleurs suggéré. Malheureusement, on a dû désacraliser l'église de la Nativité, oui. Mais j'ai suggéré au maire, peut-être pour un anniversaire, en 43, en 23 ou en 25, de marquer le coup avec peut-être mettre une stèle, quelque chose qui rappelle le souvenir d'un homme qui a été une très belle figure de la résistance chrétienne. Alors, on arrive à la période contemporaine et on sent, à partir de l'arrivée du père Rousset, qui sera le premier évêque de Saint-Étienne, une certaine réserve. Comme si, pour l'historien, parler de gens proches, encore vivants, c'était plus compliqué. Mon cher Jean-Claude, moi je suis historien et pas journaliste. Donc pour les journalistes, c'est facile de parler des contemporains. Moi je ne sais pas faire. Et puis, en fait, pour Monseigneur Rousset, je vais bénéficier aussi d'un document exceptionnel. En l'an 2000, Monseigneur Rousset avait écrit ses mémoires. Enfin, un récit, je le cite d'ailleurs dans mes sources, oui. Hein, il avait écrit une espèce de récit de sa vie et ce qu'il considérait comme des événements marquants de son épiscopat à Saint-Étienne. Donc je m'en suis servi, je l'ai redit, évidemment j'ai choisi, je l'ai redit à ma manière, j'ai rajouté mon grain de sel, mais je me suis servi de ce récit-là pour Monseigneur Rousset. Et bien c'est vrai que plus on avance dans l'époque, plus je suis prudent, je me borne au factuel pour des éléments dont j'ai été le contemporain, moi-même un tout petit peu l'acteur. Ah, oui. Mais cela dit, ce qui manque dans mon récit, ça sera justement ce qui va figurer dans l'ouvrage qui doit paraître, avec cette fois des témoignages de ceux qui ont été les acteurs et les témoins de l'évolution. Parce que autant mon récit couvre tout le Forêt jusqu'au Rouennais pour la période ancienne et moderne, plus on avance dans le temps, plus je me resserre sur Saint-Étienne et plus je me resserre sur les épiscopats. Bien Donc il y a tout un aspect qui manque, mais qui sera complété dans un volume qui sera plus un volume de témoignages, plus qu'un volume d'histoire. Écoutez, Père, le temps a passé, enfin pour moi très très vite. J'espère qu'il passera aussi vite pour ceux qui vont lire le livre ou regarder cet enregistrement. On remercie d'ailleurs l'équipe qui s'est organisée pour que ce soit possible. Merci, c'est tout à fait précieux.
au terme de ce travail, un ouf de soulagement, un grand sourire de fierté, un moment de... Quand on met le point final à un travail comme ça, c'est... Qu'est-ce qu'on ressent? Là, c'est plus le journaliste alors qui vous pose la question. Je crois que... moi, je trouve que ce travail... j'avais pas... même si, je vous dis, depuis 1983, je me disais... C'est un travail qu'il faudra faire un jour ou l'autre. Bon, les circonstances ont fait qu'il s'est fait à ce moment-là. Mais on vit une période difficile de l'Église en ce moment, à cause de la crise sanitaire, etc. Et je me dis, ben, au fond, c'est encourageant. Dans cette période, il n'y a pas que la crise sanitaire, l'Église a été secouée aussi par toutes sortes d'histoires, d'affaires, de scandales. C'est encourageant, parce que ça montre que l'Église traverse l'histoire, traverse les crises, et que ce terreau est même parfois, ces scories, j'oserais dire même ce fumier de l'histoire, eh ben, il y a des fleurs de sainteté qui peuvent pousser à toutes les époques. Et c'est peut-être ça qui est la vraie leçon. Quand j'étais prêtre étudiant, j'avais fait mon mémoire de théologie sur le sens théologique de l'histoire. Le sens et j'avais appelé ça l'histoire de la grâce, parce que c'est quand même la grâce de Dieu que l'on voit traverser cette histoire à travers, malgré les faiblesses des hommes, et quelquefois à travers elles. Voilà. Donc, et l'histoire continue, alors... L'histoire continue. Voilà. Chrétien dans la Loire, c'est un vrai plaisir de dialoguer avec vous. Plaisir bien partagé. Et voilà, mes remerciements à tous mes lecteurs. Ils sont déjà fort nombreux. Oui, on m'attrape dans la rue pour dire oh, je suis en train de lire votre livre. Bon, donc, parce qu'il faut dire que vous vivez au centre-ville, oui. Au cœur de Saint-Étienne. Allez, on fait un petit clin d'œil parce que le premier saint que vous évoquez, c'est quand même le vôtre, Saint Galmier. Allez, un petit clin d'œil à Saint Galmier. Oui. Alors, on peut faire même deux clins d'œil parce que je raconte l'histoire de Saint Galmier, donc ce forgeron du village qui va devenir Saint Galmier, qu'un abbé de Saint-Just à Lyon repère, emmène avec certainement l'idée de l'ordonner prêtre pour le renvoyer comme prêtre. On accepte d'être que sous-diacre, et il termine sa vie à Lyon, sur la colline de Saint-Just, où on domine évidemment tout le panorama du confluent. Ce confluent était à Aînay à l'époque, donc. Sa biographie, puisqu'on a une biographie ancienne, d'époque mérovingienne ou carolingienne, eh bien, la biographie dit que de sa fenêtre, il priait pour les habitants de cette grande cité. Et que le premier saint du diocèse de Saint-Étienne soit un saint qui priait pour les Lyonnais, c'est quand même une merveilleuse revanche de l'histoire. Super. Merci. Merci.